Bonjour, nous sommes toujours dans ce cours virtuel consacré au chapitre 3 de la première grande partie du cours, à savoir la question qui est, ça y est, je l'ai oublié, le bonheur est-il possible? Elle est pourtant simple avec nos trois notions directrices, le bonheur, la raison et le devoir. Nous nous sommes quittés sur cette promesse d'une définition du mot bonheur dans le répertoire. Je vous la donne tout de suite, donc emparez-vous de votre répertoire et notez la définition du bonheur. On y va. Bonheur, conçu dans l'Antiquité comme souverain bien, alors il faut mettre un S majuscule à souverain et un B majuscule à bien, conçu dans l'Antiquité comme souverain bien, c'est l'état de satisfaction durable et absolue, la plénitude, où on n'a plus besoin de rien. Pour certains philosophes, le bonheur est l'objectif final de toute vie humaine. Donc là, les choses sont clairement posées, c'est-à-dire que le bonheur va être un état où on n'a plus besoin de rien, une plénitude. Dans plénitude, vous avez le mot plein, c'est-à-dire que on est rempli, on n'a plus besoin de circonstances extérieures pour pouvoir accéder à une quelconque joie, à un quelconque plaisir. Donc le bonheur finalement se suffit à lui-même. À partir du moment où vous êtes heureux, où vous êtes dans le bonheur, vous n'avez plus besoin de rien de l'extérieur. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez fort et pas évident finalement à concevoir et pas évident surtout à obtenir. Je reviens sur la dernière partie de cette définition. Quand je dis pour certains philosophes le bonheur est l'objectif final de toute vie humaine, eh bien ces philosophes-là, ce sont les philosophes eudémonistes. E-U-D-E-M-O-N-I-S-T-E. Philosophe eudémoniste, c'est un philosophe, comme Aristote par exemple, qui considère que nous sommes nés, nous sommes tous conçus avec la capacité de trouver le bonheur et que le bonheur va être l'aboutissement de n'importe quelle vie humaine. À partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes fait, vous êtes conçu, vous êtes calibré pour atteindre le bonheur. C'est le résultat d'une longue recherche, d'une longue quête, et la quête elle-même fait partie évidemment de ce bonheur. Mais en tout cas, voilà, un eudémoniste, un philosophe eudémoniste vous affirmera que si vous n'avez pas atteint le bonheur à la fin de votre vie, vous avez raté votre vie. Un petit peu comme Jacques Séguéla, il y a quelques années, qui disait que quelqu'un qui n'a pas une Rolex à l'âge de 50 ans a raté sa vie, ce qui était une déclaration absolument ridicule. Là, Aristote et les philosophes eudémonistes nous diraient, oui, il faut, à la fin de sa vie, pouvoir considérer qu'on a atteint cette autosuffisance du bonheur. On n'a plus besoin de rien de l'extérieur. On a constitué notre propre bonheur, notre esprit, et fait calibrer pour trouver le bonheur, et il l'a trouvé. Et c'est formidable. Pas évident, on peut être contre ce genre de choses. Voilà pour la définition du bonheur que vous avez noté donc, dans votre répertoire. On va revenir également sur la définition de raison, on l'avait déjà noté au premier chapitre. La raison, donc nous l'avons déjà vu, la raison est une faculté de l'esprit humain dont la mise en œuvre nous sert à fixer des critères de vérité et d'erreur, de discerner le bien et le mal, et de mettre en œuvre des moyens en vue d'une fin donnée. Donc la raison évidemment est reliée à la conscience. Vous percevez des choses, vous apprenez des choses, et puis quand vous faites agir votre raison, quand vous mettez en œuvre votre raison, eh bien vous mobilisez vos ressources, les ressources de votre conscience, pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Quand vous êtes par exemple sur un DS de philosophie, eh bien vous faites agir votre raison, c'est-à-dire que vous avez appris des choses, vous avez des choses dans votre conscience, et vous les menez à terme, à leur bien, pour pouvoir effectivement effectuer ce travail intellectuel. Pareil pour la morale, quand vous avez une décision morale à prendre, je le fais pas, c'est bien, c'est mal, eh bien vous vous servez des ressources de la conscience pour les mettre en œuvre avec la raison. Mais on avait déjà expliqué tout ça. Suffit-il de se raisonner un peu pour être heureux? Ce serait pas mal de se dire, oui, effectivement, si je considère les choses comme elles devraient être, si je change mon esprit, si je fais un petit travail sur moi-même ou un gros travail sur moi-même, avec ma raison, je vais me mettre à considérer les choses du bon côté, je vais me mettre à raisonner sur le réel, et à partir de là, je pourrais arriver au bonheur. Et ce serait chouette, mais il y a là dedans une formule, un côté un peu formule, qui peut paraître difficile à admettre. S'il suffisait d'être raisonnable et rationnel, de réfléchir un peu pour trouver le bonheur,
Oui, ça se saurait un petit peu plus. Mais certains l'affirment. Cet état d'esprit correspondrait justement à cette citation de Voltaire. C'est-à-dire que Voltaire, lui, pensait que c'était possible. Et Voltaire a dit la chose suivante, c'est une jolie phrase, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire dit ça à la fin de sa vie, quand il s'est retranché un petit peu de la vie publique, il est parti vivre en Suisse, il a une belle propriété, il a gagné beaucoup d'argent tout au long de sa vie, il est connu, les gens l'admirent, etc. Et puis il se met à faire son jardin, à faire des promenades, à profiter de sa propriété, et il se met, tac, en mode bonheur. Alors évidemment, on peut se dire, c'est facile, quand on a des sous, quand on est connu, quand on est admiré, comme Voltaire, de pouvoir trouver le bonheur. N'empêche, Voltaire, lui, c'est pas tellement le fait d'être connu ou d'avoir de l'argent, c'est le fait, effectivement, de cultiver son jardin, un peu comme le fameux Candide, vous avez dû étudier Candide, dont la dernière phrase, c'est le fameux « il faut cultiver son jardin ». Eh bien, Voltaire le dit, il faut le faire, c'est en quelque sorte un devoir qu'on se doit à nous-mêmes, qu'on doit à l'humanité, de pouvoir trouver le bonheur. Voltaire, et je continue la lecture du cours, Voltaire sous-entend ici que le bonheur se décide, qu'il est accessible à condition de posséder assez de raisons pour comprendre qui on est et ce qu'on est capable de faire et d'être. Alors, effectivement, pour Voltaire, le bonheur, c'est donc un devoir. Je me dois à moi-même et je dois au monde, je dois à l'humanité d'être quelqu'un d'heureux, parce que forcément, si je suis heureux, je vais répandre le bonheur autour de moi. Étant donné que j'agirai toujours de la bonne façon, étant donné que j'aurai toujours les bons réflexes, la bonne attitude, la bonne psychologie, la bonne morale, eh bien, je risque de faire tache d'huile autour de moi et de répandre le bonheur. Alors, si le bonheur est un devoir, comment est-ce qu'on peut définir ce fameux devoir? Voilà la définition du devoir. Le devoir, philosophiquement, le devoir renvoie à la volonté et l'intention de bien faire. Il faut le vouloir et puis il faut en avoir l'intention. Volonté et intention de bien faire, autrement dit, si je fais mon devoir, j'obéis à une loi universelle à laquelle je consens, c'est-à-dire je l'accepte, avec laquelle je suis d'accord. On ne peut faire son devoir sous la contrainte. Il faut accepter les lois du devoir pour y obéir correctement. Pour certains philosophes, devoir et bonheur sont intimement liés. Si j'accomplis pleinement ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis venu au monde, alors le bonheur se trouve beaucoup plus facilement. D'accord, mais si le devoir est une obligation, alors comment parvenir à cette jouissance de l'instant présent? C'est-à-dire que si on commence à se mettre la pression et à se dire mais j'ai ce devoir-là à accomplir, est-ce que pour autant il y aurait assez de lâcher prise pour pouvoir être heureux finalement, parce que être heureux c'est aussi ça, il y a une part de lâcher prise là-dedans, on ne peut pas le fabriquer aussi simplement. Pourtant, c'est ce que pensent certains philosophes. Pour en revenir à la notion du devoir, et pour revenir sur le fait que le devoir est lié non pas à la contrainte mais à l'obligation, on a vu ensemble la différence entre contrainte et obligation, c'est un repère philosophique. Quand on regarde un petit peu les métiers qui sont liés au devoir, les métiers comme militaires, pompiers, policiers, gendarmes, etc. Ce sont des métiers qui sont axés sur le devoir. J'avais pris pour exemple la devise des pompiers de Paris, sauver ou périr, c'est quelque chose de très fort, mais ça correspond effectivement à une sorte de loi universelle. On ne peut pas aller contre. Et le devoir, c'est un petit peu ça. J'ai le devoir d'être courageux. Évidemment, nous avons tous le devoir d'être courageux. C'est une loi universelle. Pourtant, certains peuvent s'y soustraire et être fuyants ou lâches. Mais si je fais mon devoir, si j'écoute le devoir, celui qui peut être imposé par la société ou imposé par moi-même, eh bien, je ferai bien les choses et je serai toujours moral. Est-ce que le bonheur, ça fonctionne de la même façon? C'est aussi ce qui peut se discuter. Je propose donc une reformulation de la question titre du chapitre, une problématique. Voilà la problématique en question. Est-ce une illusion de vouloir un contentement définitif malgré les contraintes de la société? Parce que c'est vrai que la société nous pose beaucoup de contraintes, nous impose une façon d'être, une façon de vivre. Justement, on peut reprendre l'exemple du bonheur. Aujourd'hui, le bonheur est vendu à longueur de pub, à la télé, on nous propose des modèles de bonheur, mais les modèles de bonheur qui sont vendus par la pub, c'est quoi? C'est avoir le nouveau 4x4 de chez Mercedes ou BMW, c'est d'avoir de jolies fringues de chez Zadig & Voltaire ou B&SH ou voilà ce genre de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que la publicité nous vend, c'est que heureux, oui, vous pouvez l'être, mais ça va vous coûter cher. Si vous n'avez pas assez de sous pour être heureux, tant pis pour vous. Vous n'aurez pas le nouvel iPhone 12, mais plutôt un téléphone de moindre qualité ou de moindre prestige. Et ça fait peur, parce que ça, c'est une véritable contrainte de la société. Souvent, effectivement, les influenceurs sur les réseaux sociaux nous vendent uniquement du luxe. Je connais très peu d'influenceurs qui disent, la vérité, la beauté est plutôt dans le fait d'aller visiter la nature,
nature, ou du moins ces influenceurs-là, sont beaucoup moins suivis que les Kim Kardashian, Kylie Jenner et compagnie. Bah ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société nous contraint à un type de bonheur qu'on n'a pas forcément choisi. Et souvent, les gens qui essayent de penser différemment sont mal vus et sont un peu submergés par la vague de ceux qui disent « Mais non, 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 le vrai bonheur, c'est d'avoir la vie de Kylie Jenner ou de Kim Kardashian ou de Victoria et David Beckham. » Et c'est vrai que là aussi, ça va poser un gros problème. Alors c'est vrai à notre époque, mais c'était vrai à toutes les époques. À l'époque, évidemment, ce n'était pas les influenceurs qui régnaient sur la société, mais c'était par exemple la noblesse qui imposait des canons de vie, des canons esthétiques, moraux, que les pauvres paysans dans le fin fond des campagnes ne pouvaient pas suivre. Donc finalement, la société a toujours été divisée comme ça. Ceux qui disent le bonheur est possible, mais il faut de l'argent, de la notoriété, du prestige pour y arriver, et ceux qui ne peuvent pas suivre derrière. Le bonheur n'est-il pas un accomplissement de notre nature première? Ou bien le bonheur est-il un leurre, un idéal inaccessible, car trop élevé et abstrait? Dans ce cas, il faudrait nous contenter du plaisir. C'est un peu ce que dit Rousseau. Rousseau dit non, le bonheur, ça n'existe pas, laissez tomber. Par contre, vous pouvez avoir des plaisirs tout au long de votre vie. Et pourtant, il semble que les humains gardent cette idée du bonheur en toile de fond de leurs actions. Alors, n'y a-t-il pas moyen d'être heureux, de construire un bonheur réel? Avant de passer à la première partie du cours, je vais vous demander un petit travail de recherche personnelle, et j'espère que vous le mènerez à bien. On a parlé dans cette introduction du bonheur, on a parlé du plaisir, on a un petit peu parlé du désir, mais on n'a pas parlé de la joie. Je vous propose de rechercher par vous-même ce que c'est que la joie, parce que souvent, effectivement, on mélange un petit peu joie, plaisir et bonheur, et pourtant, c'est pas exactement la même chose. Alors, quand on se reverra en cours, eh bien, on essaiera de débriefer un petit peu sur cette notion de joie qui a un peu à voir avec le bonheur, qui a un peu à voir avec le plaisir, mais pourtant, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, s'il vous plaît, astreignez-vous à ça, et c'est une contrainte qui est imposée non pas par la société, mais par moi, de me regarder boire du café. Je suis désolé, j'ai la gorge sèche. Merci. Voilà, donc faites cette recherche par vous-même. Recherchez ce qu'est la joie par rapport au plaisir et par rapport au bonheur. Et on va tout de suite passer à la première grande partie du cours. Alors on va pas le faire tout de suite parce que je vois que là on a pas mal de temps de vidéo. Donc ce sera dans la prochaine vidéo où on abordera la première grande partie du cours, à savoir grand 1, le bonheur, un potentiel humain à développer.